Arthur Koenigsberg, 1950 soldats morts, rien que pour la journée d'hier, parmi les troupes russes sur les différents fronts. C'est le prix de la victoire voulu par Poutine. On parlera du calendrier, bien évidemment, mais coûte que coûte, il faut gagner du terrain, reprendre du terrain. Oui, c'est le prix de l'offensive accélérée par Poutine depuis quelques semaines. L'OTAN parlait il y a quelques jours de 12 000 pertes russes toutes les semaines et demie. C'est colossal. C'est colossal. C'est colossal. Maintenant, il faut se demander pourquoi Poutine accélère maintenant. Il voit les perspectives de négociations arriver avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et il tente de régler militairement un problème constitutionnel qu'il va avoir. C'est-à-dire que si les négociations arrivent, cette question de contrôle des territoires va poser un lourd problème à la Russie. Parce que depuis septembre 2022, la Russie considère que les territoires, les oblasts de Donetsk, Lugansk, Zaporijia et Kherson appartiennent à la Fédération de Russie. On voit qu'elle ne les contrôle toujours pas. Elle ne les contrôle toujours pas, ces territoires. Or, c'est ce qu'elle va revendiquer lors de ces négociations. Et Trump ne va pas pouvoir non plus obliger les Ukrainiens à céder ces territoires que la Russie ne contrôle pas actuellement. Donc la Russie a qu'une seule option, récupérer militairement ces oblasts qui, constitutionnellement et selon elle, lui appartiennent. Parce que sinon, la constitution russe serait défaillante et l'État russe serait défaillant. Et c'était la promesse de Vladimir Poutine à son peuple, récupérer ces territoires qu'il considère comme russes, quel qu'en soit le prix. Alors, depuis le début de cette guerre, ça fait 3 ans qu'on la partage sur ces plateaux, on se dit que l'humain n'a pas de prix pour Poutine. Mais là, le prix est quand même très élevé. Alors, l'humain a un prix, et en l'occurrence, ce sont précisément les primes à la signature mirifiques qui sont offertes aux volontaires russes et les soldes qui valent, alors selon les régions d'où vous venez, à 4, 5, parfois 10 fois le salaire médian en Fédération de Russie. Donc ça, c'est le prix, je dirais, budgétaire. Maintenant, en termes symboliques, on aurait pu imaginer que l'incursion des ukronazis, comme on dit à Moscou, sur la terre sacrée de la Russie était totalement insupportable et allait d'emblée mobiliser toute l'énergie. Mais pour le coup, les stratèges du Kremlin ne sont pas tombés dans le piège. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte, en termes de propagande, qu'il y ait relativisation du coût symbolique de cette incursion. Ils n'ont pas mobilisé nécessairement leurs forces spéciales les plus aguerries là-dessus, parce qu'ils savaient que pendant ce temps-là, le grignotage méthodique du Donbass se poursuivait. Donc ça, je dois dire que tactiquement, c'était assez bien vu. Et ils vont chercher à l'extérieur au besoin, on l'a vu avec les Nord-Coréens, des forces d'appoint pour libérer leurs propres hommes. Maintenant, je crois effectivement que l'enjeu, c'est de priver Kiev d'une monnaie d'échange en amont d'une hypothétique négociation, dont les termes restent d'ailleurs à affiner, voire à définir. Et puis il y a aussi, nous n'oublions pas, il est récurrent, on en parle souvent ici, le facteur météorologique. On sait aussi que l'arrivée de l'hiver va geler en partie au moins les opérations, d'un côté comme de l'autre. Donc si vous n'avez pas, du côté de l'Ukraine, la possibilité de dire qu'en échange en contrepartie vous êtes disposé à vous retirer du territoire russe, évidemment, vous avez dans votre main un atout en moins. Anne Graz, d'où cette concentration de soldats. Alors on y reviendra bien sûr, mais près de 50 000 soldats mobilisés du côté russe, du côté de Koursk. Poutine, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il n'y ait pas de gain pour arriver à une possible négociation. C'est-à-dire que les Ukrainiens soient en position de faiblesse avec rien à revendiquer, en fait. Oui, bien sûr. C'est évidemment l'objectif de sa stratégie, d'autant plus que malgré les liens qui l'unissent, semble-t-il, à Donald Trump, ni Poutine ni personne ne peuvent être absolument certains de ce que va faire Trump pour mettre fin à cette guerre. Qu'il veuille y mettre fin, c'est incontestable et il le fera. De la façon dont il s'y prendra, c'est quelque chose qui est encore assez difficile à cerner, parce que on l'a vu hier rien qu'avec la nomination de Marco Rubio comme secrétaire d'État. Hier, tout le monde disait c'est Richard Grenell. Tout le monde nous disait c'est Richard Grenell qui va être mal. Non. Manque de peau pour Richard Grenell, en quelque sorte, c'est Marco Rubio, un ancien ennemi de Trump converti. Bon, tout cela pour dire que même Poutine, même Elon Musk ne savent pas exactement comment Trump va s'y prendre. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il va demander des concessions à l'Ukraine, mais il va demander des concessions aussi à la Russie. Il ne va pas leur faire un cadeau gratuit. Ça, c'est pas du tout dans la manière de Trump. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il va leur demander, donc les Russes
effectivement. Dans le doute, les Russes passent à l'offensive. Exactement, C'est ça. oui. Mais je voudrais quand même vous poser une question. On parle de 1950 soldats russes tués en un jour. Selon les Ukrainiens, Tu es Selon les blessé, Ukrainiens. hors de combat. tués ou blessés hors de combat, Ouais. selon les Ukrainiens D'accord. et les services de renseignement britanniques. Et on sait très bien que Poutine n'a jamais regardé à la dépense humaine. Mais ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est le nombre des troupes ukrainiennes qui ont été tuées pendant la même journée. Parce que si vous voulez, il est certain que sur le terrain, les Ukrainiens ne sont pas en position de force. Et donc, ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle avec l'administration Biden, c'est que un certain nombre de personnes dans l'administration Biden voudraient finalement autoriser les Ukrainiens à tirer plus loin à l'intérieur de la Russie pour leur donner justement une meilleure position, cette fameuse position un peu meilleure lors de négociations. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que Biden pourra arriver à faire cela parce que Il y aura le pression temps de le contre- faire. Il est encore le président jusqu'au début du janvier, mais les pressions sont telles que je ne pense pas qu'il y arrivera. Alors vous verrez, ce qui est suivre. intéressant, c'est que du côté de Trump, il y aurait presque ce deal-là. On en reparlera, ce moyen de pression. Revenons sur cette charge aujourd'hui, sur ce prix de la guerre du côté russe. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée aussi pour... alors il y a Koursk, il y a la Russie bien évidemment, mais il y a aussi tout le Donbass, l'est du pays. Ces territoires, ces oblasts, cette promesse de Poutine à son peuple au début de la guerre en disant ça fait partie de la Russie, ce sera russe. Donc l'idée c'est, avant d'éventuelles négociations pour parler, il faut que ces territoires soient russes. Bien sûr, parce qu'il y a un double objectif. Il y a cet objectif militaire qu'on voit et qui coûte énormément d'hommes à la Russie, mais il y a un vrai intérêt politique et dans le narratif pour Poutine de reprendre le Donbass. Il faut se rappeler qu'au tout début du conflit, lorsque la Russie arrive à pénétrer dans ces zones, avant même d'envoyer des canons, avant même d'envoyer même beaucoup plus de militaires, elle a envoyé une chose, des manuels scolaires. Quel était le titre ? Donbass, cœur de la Russie. Dans le narratif de Poutine, ces territoires sont russes et c'est le récit qui sert à sa population. Aujourd'hui, il est dans l'obligation de prendre ces territoires. On l'a dit, les négociations vont arriver et il va être au pied du mur. Et depuis le début de la guerre, il traîne, il n'arrive pas à prendre ces territoires et on voit que les Ukrainiens ont une tactique plutôt simple. C'est effectivement, on parle du nombre de localités et de villages que les Ukrainiens perdent, mais les grandes villes, en l'occurrence, ils n'en perdent pas énormément. Pourquoi ? Parce que les grandes villes sont très dures à prendre pour la Russie et leur coûtent énormément d'hommes. Les Ukrainiens se retranchent dans les immeubles et véritablement tuent beaucoup de Russes. C'est ce que disent les militaires, hein, Vincent, c'est qu'il y a un ratio terrible dans cette guerre entre ceux qui attaquent, ceux qui défendent. Là, pour le moment, les Ukrainiens défendent. Et même si les pertes sont considérables également du côté des Ukrainiens, eh bien, ils ont pour le moment l'avantage sur le terrain et lors des combats. Il y a un facteur quand même d'inquiétude du côté des stratèges russes, c'est qu'il y a un écart croissant entre la chair à canon mobilisable, que ce soit par des moyens coercitifs ou financiers, et les pertes. Par exemple, mois d'octobre. Et je reviens là sur des chiffres qui sont fournis pour l'essentiel par le renseignement militaire britannique, donc à manier avec évidemment précaution. On nous dit 46 500 soldats russes neutralisés, tués ou blessés. Et dans le même temps, mois d'octobre, entre 25 et 30 000 nouvelles recrues. Et au passage, nouvelles recrues, ça ne veut pas dire opérationnel à l'instant T sur le front, évidemment. Donc ça, c'est un vrai facteur d'inquiétude dans la durée. Pour le reste, je crois que le pari russe, il s'inscrit dans le caractère nébuleux du fameux plan Trump. On nous parle d'un plan Trump. Alors je passe sur la rodomontade de la résolution en 24 heures, hein, temps d'ailleurs amplement écoulé depuis sa victoire électorale. Mais en revanche, il y a beaucoup moins flou quand on regarde ce que disent certains membres de son entourage. Je ne parle pas des clowneries de son fils au sujet Le tweet, de l'argent de poche de le fameux tweet publié ce Zelensky, week-end. dont on il verra serait d'ailleurs. privé dans 37 jours maintenant. Mais je fais référence à des propos publics tenus par J.D. Vance, le vice-président, qui lui laisse supposer qu'il y aura une forme de volonté d'entériner, d'une manière ou d'une autre, tout ou partie des gains territoriaux de la Russie, que ce soit dans le Donbass, mais aussi en Crimée. La Crimée. Ce qui est un totem absolu pour Zelensky. Bertrand Königsberg, cette technique, beaucoup s'en sont gaussés, des spécialistes, même des militaires, en disant les Russes, ils dépensent des hommes, du matériel,
mais ils n'avancent pas. Mais est-ce que c'est pas la technique russe quelque part? C'est-à-dire que c'est implacable, mètre par mètre, des mètres qui ne perdent jamais après les avoir gagnés. Oui, bien sûr, c'est la technique russe aujourd'hui qui leur coûte énormément d'hommes, mais c'est leur technique. Et effectivement, on voit sur ces chiffres qu'elle marche plus ou moins. Ils grignotent des territoires, ils avancent. Et aujourd'hui, l'Ukraine est en totale incapacité de reprendre ces territoires. Et pour plusieurs raisons. Premièrement, effectivement, il leur manque du matériel. Et il faut se souvenir que lors quasiment de tout le premier semestre 2024, ils ont été coupés de l'aide militaire américaine parce que ça bloquait au Congrès. C'est ce que disait d'ailleurs l'un des responsables dans le sujet de Clément tout à l'heure. C'est-à-dire que les 6 mois, enfin c'était même un officier sur le terrain, les 6 mois ont été terribles. 6 mois de retard. Et on n'a pas comblé aujourd'hui ces 6 mois de retard. Non, on n'a pas comblé. Mais on voit que, alors pas les États-Unis, mais en tout cas l'Europe, elle, monte en puissance dans cette aide militaire à l'Ukraine. Et il y a des données importantes sur ce qui est des obus de 155 mm. Oui, alors on a vu ça ce matin, 980 000 obus ont été livrés, là aussi. On sait parfois de ce manque d'efficacité, ça arrive. Et on devrait avoir 1,5 million d'obus livrés à l'Ukraine d'ici la fin de l'année 2024. Et cette montée en puissance, elle est vraiment caractérisée peut-être aussi par une entreprise française, Nexter, qui produit ces obus pour les canons César. Avant la guerre, ou juste après, elle était capable de produire 50 000 de ces obus. Et grâce aux subventions européennes et à la réaction européenne sur ce sujet, d'ici 2 ans et demi, elle devrait être capable d'en produire 400 000 par an. Ça, c'est la montée en puissance de l'Union européenne. Vincent, cette technique russe, on a souvent partagé, c'est ce que je disais, ces analyses en plateau en disant... l'une des meilleures armées au monde, qui n'arrive pas à gagner 1 kilomètre ou 2. Mais elle en gagne des kilomètres et elle en use des Ukrainiens, et notamment l'arsenal, le peu d'arsenal dont disposent les Ukrainiens. C'est l'axiome majeur de la Poutinie depuis le début. Le temps travaille pour nous. Nous sommes engagés dans une guerre d'attrition, comme on dit, une guerre d'usure, donc une guerre au long cours. Petite nuance quand même sur le postulat selon lequel l'armée russe ou soviétique hier ne perdrait jamais les positions conquises. Souvenez-vous des succès de la première contre-offensive ukrainienne, deuxième semestre 2022, région de Kharkiv, pour donner un exemple, et bien plus à l'ouest et au sud, région de Kherson. Donc il n'est pas écrit que les Russes tiennent toujours les positions. Simplement, ce qui... Oui, mais on a souvent dit, Vincent, et vous étiez là, que c'était une technique. Ils ont consolidé leur base et leur zone de repli derrière, et là, les Ukrainiens n'ont jamais pu les prendre. Voilà, alors maintenant, effectivement, il se trouve qu'il y a un glissement du rapport de force, qui de fait est relativement favorable aux Russes. Il faut savoir quelle sera la qualité des dispositifs défensifs qui aujourd'hui sont installés autour de Vuhledar et à l'ouest des oblasts convoités par la Russie. Et puis, n'oublions pas, encore une fois, on y reviendra peut-être, ce facteur permanent qui est que, alors pour reprendre une image très en vogue à Kiev, les Ukrainiens continuent de se battre avec une main liée dans le dos. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous les instruments qui permettraient d'aller à la source du matraquage, en termes d'artillerie et de missiles, des Russes sur leur territoire. Alors, on va en parler, justement. Je souligne quand même, pour nos téléspectateurs, ça vaut le détour. Vous parliez de Poutini tout à l'heure. Bienvenue en Poutini. Il y a quelques articles, dont les vôtres, assez savoureux pour comprendre énormément de réflexions ou de réflexes que nous n'avons pas pour voir ce conflit, et d'autres bien évidemment, sur l'ambiance qui règne au Kremlin et notamment chez Vladimir Poutine. Mais on va parler de cette décision de Moscou d'accélérer ses offensives, de gagner du terrain, pendant que l'administration Trump doit attendre encore pour prendre les commandes du pouvoir et peut-être imposer une solution négociée dans cette guerre. Selon les services de renseignement britanniques, les Russes vont dans les prochains jours multiplier les attaques, notamment grâce aux bombes volantes et aux drones. Et pour cela, on construit de nouveaux sites de lancement proches des frontières, une situation qui inquiète Kiev, qui d'ailleurs a annoncé ce week-end tenter de renforcer ses défenses aériennes dans plusieurs endroits stratégiques du pays, les grandes villes bien évidemment, mais également les centres énergétiques. On va écouter cette inquiétude du côté de la présidence ukrainienne et on va écouter Volodymyr Zelensky.
Les frappes de nos forces sur les arsenaux russes ont réduit la quantité d'artillerie utilisée par l'occupant, ce qui est perceptible sur le front. C'est pourquoi nous avons besoin de décisions de la part de nos partenaires, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, sur les capacités à longue portée. C'est essentiel. Plus nos missiles et nos drones pourront frapper loin, moins la Russie disposera d'une réelle capacité de combat. Alors on peut y revenir si vous voulez, on notera que le nom de la France n'est pas dans cette supplique de Volodymyr Zelensky, mais revenons sur le premier nom qui apparaît sur la liste, Anne Kratz, les États-Unis, ce go, ce feu vert, eh bien ils ne l'ont toujours pas et là je vous demande votre avis, est-ce qu'ils l'auront avant janvier, avant que Trump prenne le fauteuil du bureau ovale ? Comme je le disais à l'instant, il est possible que le président Biden veuille finalement donner le feu vert, mais ça sera beaucoup trop tard. J'ai eu l'occasion sur ce plateau de dire que je pense que la conduite de la guerre en Ukraine de la part de l'administration démocrate, que normalement je soutiens, a été faite avec un cynisme absolu et aussi avec un manque d'intelligence stratégique absolument évident. Donc là, paradoxalement... Pourquoi c'est intéressant de développer ce point, parce que vous parlez de cynisme et d'erreur, alors volontaire ou pas, parce que les Américains, en général, sont plutôt pas mauvais sur ce terrain-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'entends par cynisme que, dès le départ, ils ne leur ont pas donné les moyens de gagner. Je pense qu'ils n'auraient jamais pu gagner, par exemple, ils n'auraient pas pu envahir le territoire russe et gagner la Russie en tant que pays. Ça, c'est impossible, la Russie est trop grande. Mais ils auraient pu gagner, ils auraient pu se mettre dans une véritable position de force. Mais on ne leur a pas donné l'équipement dont ils avaient besoin. Et donc tous les conseillers américains qui étaient sur le terrain, en plus, leur ont donné des instructions sur la conduite même de la guerre qui étaient à la fois archaïques, avec cette guerre de tranchées, par exemple, qui leur a donné l'idée, si ce n'est pas les conseillers américains, d'aller à Koursk. C'est pas une bonne idée, à mon avis. Ça n'a jamais été une bonne idée. On dit que les Ukrainiens ont pris cette décision sans en avertir les États-Unis. Vous le croyez, ça ? Écoutez, je ne vois pas très bien comment ils peuvent faire ça. Vous êtes trois sur le plateau et il n'y en a pas un qui le croit. Il y a des dizaines, même de milliers de conseillers américains, à la fois du Pentagone et de la CIA, sur le territoire ukrainien. Et vous me dites qu'ils ont envahi Koursk sans que les Américains... Non, je ne vous dis pas, je vous demande. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc, de toute façon... À ce point au point où nous en sommes, on est en train, il me semble que vous êtes tous en train de refaire l'histoire de ce qui s'est passé. Ça ne vaut plus la peine, malheureusement. Ce à quoi il faut se préparer, c'est comment les Ukrainiens pourront sortir de cette désastreuse guerre la tête haute. Ils sortiront la tête haute parce qu'ils se sont bien battus. Et Zelensky, quoi qu'il arrive avant, après, pendant, sa place dans l'histoire est acquise. Le courage des Ukrainiens est également sans conteste. Mais après cela, il va falloir être réaliste. Et il va falloir se demander qu'est-ce que peuvent faire les Ukrainiens. Je vous rappelle tout de même que Zelensky lui-même a dit, il n'y a pas si longtemps que ça, que le Donbass, justement, peut-être qu'il pourrait considérer que ça pourrait appartenir... Parce que la population ne soutenait pas spécialement Kiev. Alors, donc ça, c'est déjà une chose. Et on peut aussi s'imaginer que Poutine, qui sera contraint de transformer ce qui est une défaite, en fait, pour la Russie, en une victoire, pourrait se contenter du Donbass et de la Crimée. Ces deux choses-là sont pour les Russes absolument non négociables. Mais elles sont pour les Ukrainiens négociables. Et contrairement à ce qui a été dit, au sujet de la Crimée, je pense que la Crimée aussi est négociable. Donc si le Donbass et la Crimée sont négociables, bon... Là, on sent une ouverture vers une possibilité que les Ukrainiens s'en sortent la tête haute. C'est surtout ça qui est important pour eux et pour le monde occidental. Quant aux Russes, on se fiche un peu de ce qui va leur arriver. On est à peu près certain que Poutine sera quand même capable de continuer à gérer le pays. C'est pas ça qui va le faire tomber. On a l'impression, oui, parce que on a appris durant ces 3 ans qu'il y a Poutine et les siens surtout. Juste, Arthur, d'un mot, par rapport à ce que disait Anne Kratz, cette attente des États-Unis, cette attente des alliés. Depuis quelques semaines, je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, mais on a l'impression qu'à chaque intervention, Volodymyr Zelensky supplie. On a l'impression qu'il ne s'adresse plus à des partenaires, à des alliés, mais à des gens qui, aujourd'hui...
se détourne de l'Ukraine. C'est plus le problème aujourd'hui. Alors je sais qu'il y a une réunion très importante, on y reviendra notamment entre le nouveau patron de l'OTAN et Emmanuel Macron à l'Elysée à 13h normalement. Des choses importantes se diront, mais voilà, on a l'impression que Volodymyr Zelensky est devenu un mendiant. C'est assez détestable comme sentiment d'ailleurs. Oui, parce que je crois que c'est aussi la perception de la grande majorité des Ukrainiens aujourd'hui. Lorsqu'on parle aux Ukrainiens, lorsqu'on parle à la population ukrainienne, c'est ce sentiment-là qu'on perçoit, que les Européens et les Américains se fichent du destin de l'Ukraine, ce qui n'est pas forcément mérité, par exemple, pour la France. Parce que ce qui est très intéressant dans l'intervention de Zelensky, et vous l'avez mentionné, c'est qu'il ne cite pas la France. Il ne cite pas la France. Alors il y a deux possibilités. Soit il l'oublie, et la probabilité la plus grande, c'est que la France, en fait, a plus ou moins donné son autorisation à l'Ukraine pour se servir des scalps afin d'atteindre des cibles militaires légitimes en Fédération de Russie. Et ça veut dire que la France, effectivement, considère que ce conflit est existentiel pour l'Europe et qu'elle donne aujourd'hui les moyens à l'Ukraine de se défendre, contrairement à l'Allemagne, contrairement à la Grande-Bretagne, contrairement aux États-Unis. Mais il y a une chose que les Ukrainiens aussi disent, et pour revenir sur l'administration démocrate, c'est que eux se souviennent que lorsque la Crimée a été envahie, le Donbass a été envahi en 2014, l'administration Obama n'avait pas donné d'armes létales à l'Ukraine pour se défendre. Mais ils se souviennent d'une chose, c'est que l'administration Trump, elle l'a faite. Et il y a aujourd'hui un petit discours dans l'administration ukrainienne, il dit Trump est totalement imprévisible. Et si les négociations, effectivement, n'aboutissent pas, la Russie n'est pas à l'abri que Trump dise « Très bien, je donne tous les moyens à l'Ukraine possibles pour qu'elle l'emporte ». Parce que c'est la crédibilité aussi des États-Unis qui est en jeu. On a essayé d'aller aux négociations. Les Russes n'en veulent pas. Aujourd'hui, si on aide l'Ukraine, l'Ukraine doit gagner.